Bien, bonsoir à tous. Je suis ravi de vous accueillir pour le webinaire de rentrée du Collège de médecine d'urgence. Je suis le docteur Romain De Wilde. Je suis le chef de service adjoint des urgences de Maubeuge et accessoirement à la commission scientifique du collège. Ce soir, on va parler réorientation. Ça faisait partie d'un d'un appel à projet au niveau de l'ARS par l'article 51 d'innovation en santé. Et donc, j'ai le plaisir d'accueillir ce soir pour parler de la réorientation le docteur Grégory Duncan, qui est le chef de service de Boulogne. Sinon, on va également accueillir le docteur Gilles Moualik d'Angoulême, qui a une grande expérience de la réorientation, qui a aidé à franciser un algorithme qui euh, va nous parler, lui, de son expérience sur cette procédure et ouvrir un petit peu sur les perspectives qu'on peut avoir en termes de mettre le patient, le bon patient au bon endroit. Moi, je vais commencer par vous parler de ce que l'on fait à l'hôpital de Maubeuge actuellement. C'est vraiment un début de bilan de cette presque première année de réorientation, on va dire, dans le cadre de l'expérience qu'on a menée. Alors, je vais partager mon écran. On, était, on a été retenu avec, il y a trois établissements dans les Hauts-de-France. Il y a Boulogne, Roubaix et Maubeuge. On a chacun une activité qui est différente. Et moi, je vais juste vous présenter ce qu'on a commencé à mettre en place à l'hôpital de Maubeuge pour en ce qui concerne la réorientation. Ça a commencé, bien sûr, vous le savez, vous avez dans toutes les thèses, on entend ça finalement, le doublement de, des entrées aux urgences depuis une vingtaine d'années. J'ai plus les chiffres exacts en tête, mais c'est vrai que on observe ça. C'est ce qu'on avait observé. Là, c'est vrai que les courbes sont pas très flagrantes, mais on voyait sur notre activité, nous, à Maubeuge, où on commençait à arriver sur les 40 000 passages adultes et les presque 17 000 passages pédiatriques. Mais quand on regarde bien d'un peu plus près, on voit qu'en 2017, il se passe quelque chose. Ça peut plus passer. Ouais, il se passe quelque chose en pédiatrie et aux adultes. On a l'impression qu'il y a une petite inflexion de la courbe. On pensait que ça passerait la barre des 40 000 en 2019 et finalement non. Et on se rend compte qu'en pédiatrie, ça a une tendance à descendre. Tout ça, pourquoi? Parce qu'on a installé, en fait, euh, devant l'accueil des urgences, donc ça, c'est l'ancien hôpital, l'ancienne architecture des urgences. Vous avez l'ancien logo de l'hôpital de Maubeuge. Euh, on avait installé un cabinet de médecine générale en mode maison médicale de garde. Donc, ils accueillent les patients en période de permanence de soins. Et vous voyez que l'entrée était indifférence entre l'accueil vers le cabinet de médecine générale, donc c'était les médecins de l'arrondissement de Maubeuge qui s'étaient arrangés pour garantir cette permanence de soins. Et vous avez l'accueil des urgences qui est juste en face. Donc, on pouvait indifféremment adresser le patient de l'autre côté. Et là, c'est les chiffres en fait, qui ont permis de faire la courbe que vous avez vue au début, avec cette inflexion-là en 2018 en pédiatrie et le ralentissement ici pour les urgences adultes. Ce qui est bien, c'est que la thèse donc, de Juliette Creil, qui est médecin généraliste installé dans le Boulonnais, nous a montré effectivement que le fait d'avoir ce cabinet de médecine générale en période de garde, ça nous permettait, si on comparait les chiffres 2017-2018, de diminuer notre taux, notre nombre de patients, on va dire, peu graves, et d'augmenter de façon assez légère, même quasi, enfin, pour les SMU3, les patients un peu plus graves. Alors, je pense qu'il y a aussi un effet de codage où on avait un peu plus sensibilisé les, les médecins à bien coder les patients en termes de CCMU. Mais c'est des choses qu'on retrouve un petit peu partout dans la littérature. Depuis un an et demi maintenant, presque 2 ans, je dirais, on est dans le nouvel hôpital et on a maintenu en fait cette architecture-là, avec toujours l'entrée commune entre les urgences où le patient va arriver
Ici, il va aller au trip, il va rentrer dans les urgences selon son motif. Et il peut également aller en médecine générale sur la garde de médecine le médecin de garde. Comment ça se passe la médecine de garde? Donc, c'est comme je vous ai dit, c'est en permanence de soins. C'est de 20h à 23h la semaine. Et le week-end, vous avez 3 créneaux. Avec dimanche et jour férié, on peut se lever un peu plus tard. Nous, enfin, les médecins urgentistes ne font pas de permanence de soins, hein. C'est les médecins de l'arrondissement. Il y a une cinquantaine de médecins qui se sont organisés. Ensuite, en période de permanence de soins, parce que c'est ça qui nous intéresse aussi dans la réorientation, c'est même la personne qui va venir. Finalement, elle venait après 18h30, il pouvait aller consulter de façon indifférenciée une maison médicale de garde. Mais pour quelqu'un qui finalement ne ressort pas d'une prise en charge urgente, bah, il reste quand même le médecin traitant qui doit pouvoir quand même accueillir des consultations d'urgence du jour même. Et c'est ce qui était sorti d'une thèse, pareil, d'une de nos consoeurs, le docteur Coffinier, qui, elle, également une de nos collaboratrices généraliste dans le service, qui avait réussi à montrer qu'effectivement, les usagers, enfin les patients, allaient plus facilement voir le médecin traitant s'ils savaient qu'il y avait des plages de consultation données pour les urgences dans les 24-48 heures. Ils pouvaient postposer la fameuse urgence ressentie qui nous embête, qui nous enquiquine des fois de temps en temps, quoi. Alors, il y a aussi la CPTS Sambre-Avesnois, et quand on appelle ce fameux numéro 03 27 62 21 80, eh bien, la secrétaire peut voir pour déjà contacter le médecin traitant du patient s'il y en a un, et ou trouver un médecin traitant pour lui. Et, généralement, une consultation qui est soit le jour même, soit dans les 48 heures, dans l'état d'esprit de euh, dans l'état d'esprit de la réorientation. Et on a aussi un cabinet sur Avesnes-sur-Helpe, qui est à peu près à une quarantaine de kilomètres de l'hôpital, euh, qui, euh, qui peut accueillir toute la semaine, généralement l'après-midi, les patients en consultation de non programmés. Et puis, donc, nous, sur l'hôpital, depuis bientôt un an, on s'est pourvu d'un algorithme décisionnel. En fonction du motif de consultation du patient, je pense que Gilles reviendra sur ça tout à l'heure, en fonction donc de son motif d'entrée, on va lui poser plusieurs questions, on va voir un petit peu, enfin, prendre des constantes de façon assez rapide, et on pourra voir au bout de 6 clics si il peut être réorienté vers un cabinet partenaire. Et là, actuellement, on a un médecin généraliste qui nous a ouvert une bonne partie de consultation tous les jours l'après-midi. On a également le fameux cabinet sur la commune d'Avesnes-sur-Helpe, et on travaille également avec notre cabinet dentaire sur l'hôpital. Parce que les problèmes dentaires, finalement, on s'est rendu compte que c'était une consultation assez fréquente. Et ça, comme je vous ai dit, ça fait une petite aide. Alors, les premiers chiffres, bah, je vous avoue que c'est quand même un petit peu décevant, parce que bon, 360 là sur la première année, ça fait pas beaucoup, hein, au vu de notre 50 000 passages à l'année, mais ça intervient surtout dans le sens où on doit changer les pratiques, on doit changer les habitudes et susciter un peu, ah oui, ce patient-là est éligible à la réorientation ou pas, quoi. Donc, on remarque aussi qu'il y a deux pics, hein, peut-être là, le fait qu'on avait fait un petit peu de matraquage, on dit, allez, il faut réorienter, donc peut-être ce pic ici en décembre, et puis après, donc, euh, avril et surtout les vacances, là, qui nous montrent que ben, ça correspond aussi à des périodes de vacances de collaborateurs, enfin de médecins en ville. Donc, en termes d'effectifs, vous voyez que finalement, par mois, on réoriente environ 35 à 40 personnes, préférentiellement pendant les vacances, pardon. Et puis, en revanche, le primum ovin, c'est comme demander si le patient veut bien être réorienté. Et sur les réorientations, on ne peut pas, on peut pas réorienter si le patient ne veut pas être réorienté. Donc,
Ensuite, qu'est-ce qu'on réoriente? Beaucoup de phénomènes infectieux, les éruptions cutanées surtout, et les allergies. On a vu que c'était plutôt au mois de mai et puis l'été, donc je pense que ça correspond un petit peu à la saisonnalité sur les infections bénignes. Et si on se penche un peu sur le nombre de refus, on voit que selon l'algorithme, on a quand même des refus liés à la présentation du patient. Il peut faire de la température, il peut avoir une contre-indication qui fait qu'il doit rentrer à l'urgence. Après, si on focalise encore plus sur la raison propre au patient, c'est que on l'a tous, ce patient-là qui dit non, moi je m'en moque, hein, je veux une radio et puis je ne partirai pas tant que j'ai pas de radio. Après, des questions de distance aussi, parce que je parlais du cabinet médical d'Augemont qui est à 2 km de l'hôpital au plus, et le cabinet d'Eventuel qui est à 50-60. Donc c'est vrai que les problématiques d'accès en fait, de transport sont assez compliquées. Là, si je vous remets un peu le secteur, hein, l'hôpital se trouve là. On couvre quand même une grande distance et on a peu de moyens de transport, on va dire, locaux qui permettent une fluidité en fait, dans le transport des usagers. Alors, les premiers retours, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on pense de cette réorientation finalement? Euh, ben, il faut l'accord nécessaire. On voit que c'est finalement pas si marginal que ça. Euh, on voit que moi, je suis un petit peu déçu initialement, mais c'est effectivement, il faut commencer à changer les pratiques. Et en revanche, les équipes trouvent que c'est quand même assez bien parce que c'est fini la réorientation comme ça un petit peu avec le flair. Lui, il va partir avec autre chose et puis c'est tout quoi. En revanche, tout le monde s'accorde à dire que ça prend un petit peu de temps, mais finalement, c'est aussi, ça fait partie d'une éducation du patient et puis à nous de nous organiser pour pouvoir répondre à cette situation. Est-ce que ce qu'on voit aussi, c'est le lien nécessaire avec les médecins généralistes en ville. D'ailleurs, ça fait partie de nos objectifs, hein. Il faut vraiment qu'on aille avec ton bâton de pèlerin pour montrer les avantages et qu'on arrive aussi à interfacer avec la CPTS, parce que c'est vrai que le temps de l'urgence est radicalement différent du temps de la médecine générale, et c'est ça où on a du mal à interfacer les choses. Donc voilà, donc je vous remercie de votre attention, et je vais passer la main à Grégory Duncan. Merci beaucoup, Romain. Bonjour à tous. Je suis le docteur Gregory Duncan, je suis le chef de service des urgences à l'hôpital de Boulogne-sur-Mer et puis chef de pôle de réanimation et unité médico-judiciaire et d'urgence. Je remercie le collège et vous tous de cette initiative de parler de la réorientation. Alors, Boulogne-sur-Mer, je vous ai mis quelques chiffres pour que vous ayez une idée de la taille de l'hôpital. C'est 3000 professionnels de santé, 200 inclusions de recherche clinique et 60 000 passages aux urgences, adultes et enfants compris, et 79 400 séjours hospitaliers. On est hôpital de référence, hôpital support pour le littoral sud, sur la côte d'Opale. Tu peux passer à la diapositive suivante, avec un plateau technique soutenu de pointe, une réanimation, une unité de soins continus, une unité neurovasculaire et de soins intensifs vasculaires, la cardiologie avec un plateau de Coro H24, et puis une imagerie assez complète avec 4 IRM, 3 scanners, dont un qui est situé au niveau des urgences, et une imagerie conventionnelle avec un salle de radiologie numérisée conventionnelle qui est structurée, qui est située également au niveau des urgences. Donc un gros centre hospitalier, 60 000 patients sont triés par notre infirmière, par nos infirmières d'accueil et d'orientation. Voilà. L'accueil pédiatrique chez nous, elle se fait à l'étage pour ce qui est de la pathologie médicale et puis au niveau des urgences avec une filière traumatologique en secteur soins rapides. L'urgence pédiatrique vitale, elle est assurée par l'urgentiste et le néo
le pédiatre qui est de garde. Les urgences gynécologiques sont orientées vers le bloc obstétrical. Je vous ai mis notre répartition horaire qui montre année par année une augmentation constante et croissante du nombre de passages. Je vous apprends rien, c'est assez classique, le pic de fin de matinée et de fin de soirée, avec une activité soutenue et continue dans la nuit. Alors, l'historique chez nous, en ce qui concerne la réorientation, c'était souvent une bataille assez difficile. Initialement, la maison médicale de garde était située à l'étage en dessous des urgences. C'était un bureau de consultation d'anesthésie qui devait être libéré le matin. Il y avait des problèmes de nettoyage. Voilà, et on était confrontés, comme vous tous, parfois au refus du patient, encore aujourd'hui. Et puis parfois au refus du médecin qui était de garde en place à la maison médicale de garde de prendre certains patients qu'on pouvait leur réorienter en prétextant une absence d'expérience dans certaines prises en charge, notamment en ce qui concerne la traumatologie. Et puis on a été également confronté aux problématiques d'expérience de nos infirmières. C'est un point crucial et sensible. Plus l'infirmière des urgences est ancienne dans le service et expérimentée, moins elle a peur de réorienter les patients, même si elle demande toujours un avis médical, mais elle est plus capable d'être force de proposition quand elle a une certaine expérience dans le service. Et puis le gros problème qui a été ressenti chez nous, c'est clairement un problème financier. C'est-à-dire que nombreux patients refusaient d'aller à la maison médicale de garde parce que il y avait la somme à avancer. À la maison médicale de garde, tous les soirs, il y avait un médecin différent, donc on ne pouvait pas mettre en place un mode de paiement directement à l'association de la maison médicale de garde, et les gens devaient avancer une somme conséquente pour avoir leur consultation en soirée ou en début de nuit. De ce fait, nous nous sommes rapprochés de la principale association de médecins de garde du Boulonnais, l'association Samba, pour essayer de nous coordonner, mieux nous connaître et créer un peu plus de liens transversal entre nous et la médecine de ville. Ce problème également de réorientation a été acuitisé, comme je vous laissais entendre, par un turnover important de paramédicaux expérimentés et puis, comme vous le vivez tous, un départ de nos professionnels du service. Donc, nous nous sommes rapprochés de l'association Samba et on a créé un bureau de consultation médicale qui est situé, je vous montrerai les photos après. Donc là, je suis au niveau de la diapositive Action, Romain. Nous nous sommes rapprochés de cette association et nous avons créé un bureau de consultation médicale au sein des urgences qui est vraiment à l'entrée du service, juste après le SAS. On a créé une commission une sous-commission de la commission médicale d'établissement, une commission ville-hôpital pour accélérer un petit peu les liens avec la ville, mieux nous connaître, mieux identifier les problématiques transversales et essayer de les résoudre, et puis créer surtout un peu plus de liens avec les médecins qui étaient de garde, du lien avec l'IAO et avec l'urgentiste. Et voilà. Et surtout, nous avons mis en œuvre, donc c'est la diapositive suivante, une mode de rémunération que je trouve assez originale, même si au début ce n'était pas très légal. L'hôpital, c'est pour éviter les problèmes d'impayés ou de refus des patients d'aller à la maison médicale de garde, l'hôpital a mis en place une mode de rémunération où, grosso modo, c'est les médecins traitants, les médecins qui sont de garde, qui notent leurs actes. L'hôpital encaisse auprès des mutuelles et de la sécurité sociale le montant de la consultation et des actes et le rétrocède après aux médecins. Elle assure également le recouvrement éventuel de sommes impayées.
Ceci a facilité grandement, en fait, notre lien avec la médecine de ville, avec les refus se sont arrêtés. Les gens ont accepté plus facilement d'aller à la maison médicale de garde en sachant qu'ils ne devaient pas faire de frais d'avance. Voilà. En pratico-pratique, donc diapositive suivante, en pratico-pratique, le médecin de la maison médicale de garde, ses créneaux horaires sont remplis de deux façons, soit par le CRAL, donc la régulation libérale, ou le patient peut être réadressé par l'infirmière d'accueil d'orientation. L'infirmière remet au patient un document qui renseigne sur les éléments administratifs, que le patient renseigne sur les éléments administratifs. Il donne son accord sur une réorientation. Le médecin de garde le voit en consultation, renseigne sur de cette même fiche les actes et signe, et l'hôpital encaisse auprès de la sécurité sociale et les mutuelles, puis rétrocède les honoraires. Et comme je vous l'ai déjà dit, il assure également le recouvrement en cas d'impayé. Alors, je vous ai mis quelques photos de la maison médicale de garde. Donc, le bureau qui est là, il est juste à l'entrée du SAS. Il est à 10 mètres au maximum du poste de travail de l'infirmière d'accueil et d'orientation. Là, on a affiché pour le public l'information concernant la maison médicale de garde avec les horaires d'ouverture. On informe également notre population que les consultations de la maison médicale de garde bénéficient également du tiers payant. Et la salle d'attente, on a fait quelques travaux, la salle d'attente est juste adjacente, diapositive suivante, elle est adjacente à la maison médicale de garde et très proche de l'infirmière d'accueil et d'orientation. Le résultat, alors, c'est un premier essai, mais on le voit bien sur ce diagramme. Vous avez en marron l'histogramme qui montre nos passages au total chaque année dans les urgences, avec, depuis la mise en place de ce nouveau dispositif 2020, en marron foncé, les passages suivis d'hospitalisation, en marron clair, les passages suivis d'une consultation à l'hôpital ou après, a posteriori, et au sommet, en marron un peu plus clair, les passages suivis d'une consultation, enfin, les patients qui ont été adressés à la maison médicale de garde. Grosso modo, en 2022, on était à 10% de l'ensemble de nos passages qui ont pu être réadressés à la maison médicale de garde. J'ai récupéré les chiffres pour 2003 actuellement, et en 2003, nous étions 2023, pardon, le premier semestre 2023, nous sommes à 14% des passages externes, des réadressages de patients par l'infirmière d'accueil d'orientation vers la maison médicale des gardes, donc 14% de nos passages. Et donc ça, c'est le premier semestre 2023. Et on monte à 16% des passages lorsque on inclut les passages pour consultation gynécologique. Donc voilà, je suis persuadé qu'on peut mieux faire quand on regarde encore la typologie des patients qu'on peut voir sur notre filière rapide. On est confronté à Boulogne à une problématique de réalisation de radios standards en ville. L'offre est limitée, et donc les gens viennent, ils le savent, les médecins traitants le savent, les gens viennent spontanément aux urgences, beaucoup pour la réalisation d'une radiologie standard, mais hors contexte d'urgence, théoriquement, certaines de ces imageries ne relèvent pas de l'urgence et pourraient se faire également en ville. En termes de perspective, voilà, on a comme objectif de mettre en place un outil informatique d'aide à l'orientation pour l'infirmière d'accueil
et d'orientation avec des algorithmes pour mieux sécuriser la réorientation. L'objectif également d'acquérir un outil informatique d'affichage de durée d'attente dans le service. Et puis, il y a un travail avec une CPTS importante de la région pour pouvoir réorienter les patients de jour et de nuit. Il nous réserve grosso modo 2 plages par jour pour réorienter certains de nos patients à condition que nous leur adressions des patients. Et parfois, ces 2 passages ne sont pas utilisés. On est confronté actuellement à des problèmes informatiques, c'est-à-dire que c'est super, hein, on a affiché le CPTS dans la salle d'attente. Les gens avec un QR code peuvent se connecter directement dessus. Ils savent quelles plages horaires sont libres. Ils se positionnent, mais il faut qu'ils aient sur leur smartphone Doctolib. Ceux qui n'ont pas, c'est un peu compliqué, c'est long à expliquer, et parfois il y a une perte de temps. Voilà où on en est pour Boulogne. On espère rapidement. Il y a eu un retard dû au service informatique, et puis on a un retard au niveau informatique dans l'hôpital, mais notre objectif prochain, c'est vraiment pouvoir mettre en place un algorithme médical sécurisé pour aider l'infirmière à la réorientation et résoudre ces problèmes informatiques pour pouvoir mieux travailler avec le CPTS. Un dernier mot, les médecins qui prennent des gardes à la maison médicale des gardes, en fait, c'est des gens qu'on connaît, c'est des internes qui sont passés dans le service, qui sont jeunes médecins. Les plus aînés prennent moins de gardes, souvent c'est les plus jeunes, donc ils connaissent l'institution, ils connaissent les urgences, et même parfois ils viennent directement voir l'urgentiste ou l'infirmière d'accueil d'orientation pour récupérer un certain nombre de patients qui sont dans notre file d'attente, qui seraient passés à la trappe pour pouvoir les voir en consultation à la maison médicale de garde. C'est quelque chose qui est un peu informel, mais qui marche bien, plus lié au relationnel et au lien avec l'ensemble des professionnels de santé. Voilà ce que je pouvais dire sur Boulogne. Dernier diapo, ben voilà. Très bien. Merci. Merci Greg de nous avoir montré ce que vous faites chez vous. Je vais maintenant passer la main à Gilles Moualik, hein, donc comme je disais tout à l'heure, qui est toujours, pardon, euh, le chef de service des urgences d'Angoulême et qui a une grosse expérience de la réorientation. Donc je te laisse la parole, Gilles. À tout à l'heure. Merci. Donc, comme Romain vous l'a dit, en fait, je suis le chef des urgences d'Angoulême. Je remercie le Collège de médecine d'urgence du Nord-Pas-de-Calais de m'avoir invité pour cette présentation. Euh, donc, j'ai pas de conflit d'intérêt particulier et si ce n'est que j'ai aidé à l'adaptation pour la France de l'algorithme Logibec réorientation parce qu'en fait, en France, on ne dit pas qu'un patient est moche, on dit qu'il a une altération d'état général. Donc, la vision de l'équipe des urgences d'Angoulême, c'est que tous les patients ne sont pas obligés d'être vus en soins aux urgences, qu'on a probablement une alternative aux toutes urgences à développer avec la médecine de ville et que probablement encore on a des horaires de passage pour certaines pathologies aux urgences et qu'on doit avoir des services à géométrie variable. Je vais vous parler d'une réorganisation qui s'est tenue de 2015 à 2019 et qui est encore en cours pour essayer d'améliorer les choses. Donc, la réorientation, c'est quoi? C'est la modification du parcours de soins d'un patient autoréféré qui ne nécessite pas le plateau technique des urgences. Donc, c'est des gens qui vont choisir de venir nous voir spontanément parce qu'ils pensent qu'ils ont besoin d'examens complémentaires. Or, il s'avère qu'ils n'ont pas forcément besoin. C'est important, ces 2 points-là. Ça ne signifie pas qu'il n'y a pas besoin de faire un diagnostic et ça ne signifie pas qu'on dénigre certains types de patients parce que faut pas qu'il y ait de dérive dans l'équipe à dire que il y a des patients qui viennent pour rien et que finalement ils viennent pour nous faire chier. En fait, c'est des gens qui sont souvent inquiets ou qui viennent parce qu'ils n'ont pas réussi à résoudre leurs problèmes en ville.
Donc, bon, on sait tous, hein, l'encombrement des urgences, il y a un plus haut taux de départ sans être vu, ça diminue la qualité des soins, ça diminue la satisfaction des patients et des personnels, et surtout, ça augmente la morbimortalité. Beaucoup de gens ont parlé de réorientation, hein, on en parle. Alors, le plus vieux truc que j'ai lu, c'était de 2013, où SAMU Urgences de France le mettait dans son livre blanc. Ensuite, on a eu le rapport Graal en 2015 qui disait qu'on pouvait réorienter vers une maison médicale. Olivier Véran, quand il était encore député en 2017, disait qu'on pouvait probablement réorienter une partie des patients CCMU 1 et 2 en définançant ces parcours de soins. C'est un peu ce qui est en train de se passer d'ailleurs. La Cour des comptes avait réutilisé l'étude de l'adresse qu'on avait fait, je crois que c'était en 2012, où il y avait un patient sur 5 qui avait bénéficié d'aucun acte diagnostique ou thérapeutique, et donc disait probablement que ces patients auraient dû être vus en ville. Et en 2019, il disait qu'on pouvait réorienter une partie des patients de CCMU 1 et une autre des CCMU 2, et ils avaient un avis très positif sur le forfait réorientation, on pourra en parler après. Alors, le patient autoréféré, c'est qui et sur qui on va travailler? Donc, c'est un homme jeune qui est inséré socialement, qui consulte parce qu'il pense avoir besoin d'examens complémentaires. Il vient aux horaires de la vie, c'est-à-dire avant 9 heures, entre midi et 2, et après 18 heures, après son travail, quoi, ou au moment où il ne travaille pas. Il vient parce que c'est un aspect pratique, parce qu'il n'a pas de rendez-vous à avoir, il va avoir la radio, le bilan sanguin et l'avis spécialiste au même endroit, et ça lui semble pertinent plutôt que de faire la queue dans les divers cabinets. Alors, comment choisir le patient à réorienter? Intuitivement, on se dit qu'on pourrait réorienter les patients par rapport à l'échelle de tri. Donc ça, c'était des études sur l'échelle de tri canadienne, donc de P1 à P5. Les P5, c'est ceux qui peuvent attendre de manière indéfinie. Et finalement, quand on regarde les classements des infirmières, une première infirmière peut classer un patient en P3 et une deuxième infirmière a 26% de chance de le classer en P4 et 9% de chance de le classer en P5. Donc, cette échelle de tri, elle n'est pas très adaptée à la réorientation. Et donc, le deuxième article que j'ai sorti, c'était l'article de Diane Naouri, où en fait, on demandait, pendant l'étude de l'adresse de 2012, si les médecins urgentistes pensaient que le patient aurait pu être pris en charge ou pas en médecine de ville. Et dans 13 à 27% des cas, suivant les pathologies, ils disaient que oui. Sauf que quand on ajustait aux critères, et notamment de vulnérabilité sociale, eh ben, ce n'était pas si évident, puisqu'on avait juste 3 à 5% des patients qui pouvaient être réorientés et qui n'avaient pas de raison d'être là. Donc en fait, les études, il y a plusieurs équipes qui ont essayé de faire des protocoles de réorientation. Le problème principal, c'est de pouvoir avoir un volume impactant sur l'activité, mais en même temps de ne pas faire courir de risques aux patients. Et finalement, une des premières équipes qui a réussi ça, c'est l'équipe de Chauny, donc du Sacré-Cœur, ceux qui ont inventé l'algorithme Logibec Réorientation, où ils ont réussi à avoir moins 10% d'entrée totale, avec seulement 3,6% de patients qui revenaient à 48 heures et pas d'événements graves. Donc ça, c'est quelques années après sur une fois que le projet de Logibec avait vécu, c'est sur 15 000 réorientations et on voit qu'il y a juste 2,7% de retour à 48 heures, 5% à 7 jours avec 0 hospitalisation et 0 événement grave. Finalement, on a un suivi sur maintenant 80 000 réorientations au Canada, mais aussi en France. Et donc, on pense être, en tous les cas, cet algorithme est sécuritaire. Alors, autre étude faite sur la réorientation, là, ils prennent, avec justement l'algorithme, ils prennent 121 000 patients avant l'implémentation de l'algorithme, et puis ils implémentent l'algorithme, et après, ils prennent 112 000 qui ne sont pas réorientés et 9 500 qui sont réorientés. Les populations sont en tout point égales. On observe à ce moment-là une augmentation de juste 1 minute de durée du tri, mais une diminution avant de voir un médecin de 14 minutes, une diminution de durée totale de séjour de 10 minutes et une diminution de taux de patients partis sans attendre les soins de 2%. C'est-à-dire qu'il passe de 4% à 2% de taux
partis sans attendre des soins. Ça veut dire que quand même 10 minutes de durée moyenne de passage sur les 120 000, ça fait 18 heures. J'ai calculé, enfin 18 000 heures. J'ai calculé ça tout à l'heure. Bon, c'est pas négligeable sur le pôle d'accueil. Alors, la réorientation en pratique. Donc, nous, dans le service des urgences d'Angoulême, on pratique la réorientation depuis 1998. On a un protocole institutionnel qui est validé donc par le directeur, par la direction des soins infirmiers et par notre assureur. Ça a été évalué à plusieurs reprises par des travaux de thèse, par les missions d'évaluation de la HAS et aussi sur le plan médico-légal, puisqu'on a été on a été mis en instruction judiciaire pour une tentative d'homicide et à 2 reprises, et on a été à chaque fois débouté. Ça veut dire que quand même le protocole, il tient la route et il est à l'épreuve des balles, quoi. Donc, si on prend le total de réorientation entre 2006 et 2019, on est entre 4 et 6,6% du nombre d'entrées. Ça fait 7 à 15 malades par jour. C'est essentiellement des patients qui vont passer au moment de nos pics. Donc, c'est vrai qu'enlever 5 malades par heure, quand vous recevez 10 malades par heure, bah, ça divise par 2 et ça fait du bien à tout le monde et ça met un peu d'air au moment des pics, quoi. Faut savoir que quand on compare les services qui ont fermé, ils sont entre 11 et 15% de diminution du nombre de passages euh, par jour. Donc finalement, on n'est pas extrêmement loin. On est un peu en dessous. Donc entre 2015 et 2019, on avait une problématique d'accès à des rendez-vous de médecine générale parce que précédemment, on téléphonait aux médecins généralistes, mais là, on avait vraiment du mal à leur prendre un rendez-vous aux patients. Il faut savoir qu'on a un territoire de santé qui n'est pas très favorisé. On est sous-doté en médecins généralistes comme dans beaucoup d'endroits, mais particulièrement chez nous. On n'a pas de SOS médecin. On n'a pas de maison médicale de garde et nos médecins généralistes sont en grève des gardes avec une réquisition par le préfet depuis 7 ans. Et, donc, et on n'avait pas de Doctolib qui était implanté en Charente. Donc, ce n'était pas facile d'arriver à s'organiser avec la médecine de ville pour pouvoir réorienter les patients sur leur cabinet. On a donc décidé de mettre en place l'algorithme de Logibec réorientation donc là, il a fallu prendre son bâton de pèlerin et d'aller voir un peu tous les médecins du territoire parce que quand on les mettait à cette époque-là dans une pièce ensemble, ils s'entretuaient. Donc, c'était pas facile, tout le monde se criait dessus. Donc, en fait, et finalement, individuellement, quand on allait leur présenter le projet de Logibec, ils disaient, bah oui, en fait, je suis d'accord avec toi, Gilles, les patients n'ont pas forcément besoin d'être vus aux urgences et ils pouvaient me faire la liste de tous les gens qui avaient été nous voir et pour lesquels ils auraient pu s'en occuper. Donc, en fait, on a réorganisé ça en juillet 2020 avec une queue, on a 2 IAO et on a une queue où en fait l'IAO, c'est où les patients qui se présentent spontanément sont vus uniquement par elle. Et à ce moment-là, c'est son rôle de trouver les patients qu'elle pense pouvoir réorienter. Et elle va l'installer dans le box de consultation qu'on a fait, qu'on a mis derrière. Et c'est un box qui est dédié uniquement à la consultation par l'infirmière d'accueil et d'orientation, où elle va passer le patient à la moulinette et prendre pouls, tension, température et faire des examens simples comme voir un phlegmon ou une angine. Donc, Logibec Réorientation, c'est un logiciel Internet. Vous vous connectez comme Facebook. Vous avez des critères multiples d'exclusion, essentiellement que bah, vous n'avez pas de problème de santé mentale ou que vous n'avez pas l'air d'être mourant ou que vous n'avez pas de maladie grave actuelle. À ce moment-là, vous pouvez choisir un des motifs de consultation, par exemple la lombalgie. Là encore, il y a des critères d'exclusion spécifiques à la pathologie. Donc, essentiellement que vous n'êtes pas tombé de 3 mètres, que vos jambes bougent et qu'elles sont vascularisées, que vous n'avez pas d'incontinence urinaire pour dire que vous avez une compression médulaire, que vous n'avez pas de fièvre, pas de douleur pour un anévrisme, de cancer ou que vous n'êtes pas en train d'accoucher. On essaye que les dames restent accouchées à l'hôpital, pas sur le parking. On va favoriser toujours le travail avec le médecin de famille, enfin le médecin traitant. Ça, c'est important parce que les médecins nous donnent des créneaux et donc ils voient d'un mauvais œil d'avoir déprogrammé
certains patients qui avaient de la fièvre, genre des enfants qui avaient de la fièvre, pour voir un lumbago d'il y a 3 jours. À ce moment-là, on peut positionner le patient sur un créneau de consultation. Par exemple, à 10 heures demain, il y a un créneau dans la clinique 2 et on va avoir un numéro d'anonymisation pour passer le rendez-vous au cabinet et vous allez avoir un bon de rendez-vous qui est fait. On imprime, enfin, on met l'étiquette dessus et on met le numéro de téléphone du patient et on l'envoie par la messagerie MS Santé pour que le médecin traitant puisse le déplacer dans sa journée. Ça, c'était une des choses au début de l'expérimentation parce qu'en fait, bah, des fois, ils avaient des urgences et en fait, ils ne pouvaient pas déplacer les patients parce qu'ils n'avaient pas leur numéro de téléphone. Alors ça, c'est pour voir la suite. En fait, on a un système externe, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de positionner systématiquement un patient sur un rendez-vous avant de le faire repartir. Et finalement, une des premières choses qui nous a étonnés, c'est qu'il y avait finalement 50% des patients qui étaient positionnés sur un rendez-vous et 50% des patients où en fait l'IAO leur donnait un conseil et leur disait, bah non, là en fait monsieur, vous voyez bien que bah, votre lumbago, ça fait une semaine, d'accord, votre médecin traitant est pas là, mais en fait il revient dans 2 jours, vous pouvez attendre 2 jours plutôt que de prendre un rendez-vous pour quelqu'un qui en a peut-être plus besoin. Donc là, je vous ai mis les motifs de réorientation. Si certains sont frileux, voilà, c'est des douleurs musculo-squelettiques sans traumatisme, des lombalgies, des syndromes d'allure grippale, des douleurs dentaires, des traumatismes de membres, des piqûres d'insectes et des éruptions cutanées ou des maux de gorge. Enfin, on essaye de ne pas réorienter des gens qui vont aller mal. Hein. C'est souvent des pathologies de faible gravité, quoi. Alors, vous aurez toujours celui qui a mal à la dent et qui a été mis par son dentiste et son médecin généraliste sous antibiotiques qui fait un infarctus, mais ça, c'est arrivé une fois en 25 ans de réorientation. Euh, donc, 2 tiers des réorientations vont avoir lieu dans la journée. Ça a été un peu positif, puisqu'en fait, en nuit profonde, on avait tendance à faire rentrer les patients parce que on savait qu'ils n'auraient pas de soins rapides et qu'on était un peu inquiet. Et ben, souvent, la nuit, on fait plus d'erreurs parce qu'on n'a pas les yeux en face des trous et puis que on est un peu c'est pas forcément facile de réorienter les gens. Donc là, comme on peut leur proposer un rendez-vous dès le matin, c'est beaucoup plus facile de les réorienter. Donc on a refait l'étude d'impact à la mise en place. Hein. On avait bien 2% de retour aux urgences. 92% des patients se présentaient bien au rendez-vous. Alors, c'est à mettre en parallèle avec notre centre de santé et puis les cabinets de médecine de ville. Globalement, un cabinet de médecine de ville, il a entre 7-8% de patients qui ne viennent pas. Donc, on est plutôt dans les chiffres de la moyenne nationale. Et là, on était un peu moins bon que les Canadiens parce que 84% des patients étaient satisfaits de la réorientation contre 94% au Canada. Finalement, c'est probablement qu'on est des râleurs, en fait. On a évalué avec les médecins de ville la prise en charge et finalement les médecins généralistes étaient assez satisfaits d'adhérer à ça. C'était bien de la médecine de ville, on ne leur faisait pas de cadeaux empoisonnés. On a vu avec l'équipe infirmière de voir enfin, je leur ai fait passer un questionnaire, tout le monde avait répondu. Finalement, ils disent qu'il y avait moins de violence. C'était plus simple de faire accepter la réorientation aux patients et ça mettait en valeur leur travail avec plutôt un taux, taux de 77 à 100%. Donc, c'était plutôt un plébiscite. Il faut savoir qu'à ce moment-là, les patients ils venaient au comptoir de l'accueil et à ce moment-là, ils remplissaient une fiche. Et donc, les patients n'étaient pas forcément, ils n'avaient pas l'impression qu'on les prenait vraiment en compte et que en fait on les chassait des urgences et donc c'est pour ça qu'il y avait un peu de violence en fait et là maintenant de pouvoir les installer bah, ça pose et de les examiner avec l'infirmier d'accueil ça pose des choses. Finalement, on avait peur au début qu'il y ait beaucoup de gens qui viennent hyper consommer la réorientation et on est stable à 1,7%, c'est vraiment très peu. Euh, Actuellement, on est en train de se poser la question de combien de patients on pourrait réorienter réellement. Et en fait, la thèse de Benjamin Larbard nous dit que c'est plutôt 12% des patients qu'on arriverait. Euh,
La problématique étant qu'on est les seuls à avoir un plateau technique de radiologie facilement mobilisable dans la Charente. Et donc, les patients viennent nous voir essentiellement pour ça. Et donc, on les fait rentrer par excès. Et ça, c'est ça qui est notre plus grande difficulté parce que dès qu'on pense que le patient pourrait avoir une radio, et ben, on le fait rentrer par excès. Bon, c'est pas grave, ça bénéficie au patient. Donc, l'évolution avec les cabinets. On a un roulement dans les départs, c'est-à-dire qu'actuellement, les médecins traitants de ville sont en train de créer des structures avec d'un côté une organisation de cabinets programmés et des centres de soins non programmés à côté de leur cabinet pour pouvoir, entre guillemets, sacrifier un médecin une journée par semaine. Et donc, en fait, le temps qu'ils fassent les travaux, ils s'en vont, mais ils reviennent à la suite dans le programme Logibec. Une des choses qui est positive aussi, c'est avec la création des CPTS, c'est qu'on connaît le nombre de patients réorientés par secteur de soins, donc on peut contractualiser assez facilement avec la CPTS du secteur combien on peut lui orienter de patients par jour. C'est aussi positif parce qu'on peut, on peut discuter avec les dentistes de la région qui, eux, étaient très inquiets parce qu'ils avaient l'impression qu'ils avaient des hordes de patients qui leur téléphonaient tous les jours, sauf qu'en fait, on réoriente que 66 douleurs dentaires par an. Donc finalement, ils sont assez rassurés et on a commencé à travailler avec eux. Donc, une deuxième chose qui est finalement une émanation du protocole de réorientation, c'est qu'en 2018, on était à ce moment-là au top de l'augmentation et on faisait régulièrement plus de 180 passages, voire 200 passages, et ça a fait cramer nos plus vieux urgentistes. Et donc, on s'est retrouvé à avoir plusieurs départs et on était moins. Et donc, on s'est dit, bah, finalement, est-ce que ça a du sens de laisser ouvert 24-24 la traumatologie, la petite traumatologie, hein, et donc, on a décidé de commencer à reprogrammer les patients qui venaient pour des entorches de cheville, des traumatismes bénins, le lendemain matin, les patients à 10 heures. Et donc, on a une géométrie variable de notre service parce qu'en fait, on s'est dit que il n'y a pas besoin de maltraiter l'équipe et de voir les patients qui avaient une entorse de cheville depuis 3 jours à 3 heures du matin parce qu'en fait, ils avaient un peu plus mal ou qu'ils étaient inquiets. Ou voilà. Donc, finalement, on reprogramme chaque jour 8 patients le lendemain. L'âge moyen, c'est de 28 ans. C'est plutôt dans un quart des cas des traumatismes du membre supérieur, dans 40% des cas des traumatismes du membre inférieur et des douleurs de membres dans 11% des cas. Finalement, 95% des patients vont avoir des soins simples et une prise en charge ambulatoire. Finalement, sur l'étude qu'on avait fait au début, sur la centaine de patients, il n'y avait que 1 ou 2 patients qui avaient été pris en charge au bloc opératoire à la suite. Probablement qu'on les avait mal évalués au début, mais l'essentiel, c'était au pire des plâtres sur des fractures vraiment minimes. Et donc ça, c'était intéressant parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais l'année dernière, en fait, tout le monde commençait à bloquer un peu à fermer les services d'urgence. Et moi, il y avait des articles qui m'intéressaient de la presse écrite, hein, où on montrait que Cherbourg, en fait, finalement, ça n'avait pas marché parce qu'ils n'avaient pas beaucoup baissé l'afflux des patients à l'accueil. Et finalement, quand on lisait les articles, ils avaient quand même réussi à baisser de 11% le taux de passage des urgences, ce qui est quand même pas vraiment négligeable. Et surtout, en fait, eh ben, les gens, au lieu de venir la nuit, puisque c'était fermé et que ça fermait à 15 heures, eh ben, ils venaient dans la journée. Et ben, nous, dans l'équipe, on achète ça, en fait. C'est-à-dire que eh ben, si on ferme les urgences à partir d'une certaine heure pour des pathologies plus bénignes, eh ben, si ça peut reprogrammer les patients dans la journée, eh ben, on va trouver des tas de paramédicaux et nos docteurs, ils seront d'accord de venir travailler dans la journée. Et je trouve ça assez intéressant comme expérience qu'on fait finalement grandeur nature et on n'en a pas beaucoup parlé, ben, de pouvoir mettre les gens tous dans la journée et de mettre les 120 passages de 8h à 18h, quoi. Alors, dernière chose dont je voulais vous parler, et ça c'est sur ce quoi on est en train de travailler actuellement, c'est l'accueil clinique. Alors, si vous êtes médecin généraliste en Charente, eh ben, actuellement, vous voyez quelqu'un qui a une colique hépatique à 17 heures le jeudi
vous savez que vous n'allez pas pouvoir avoir et la biologie et l'échographie avant le vendredi soir, et donc vous êtes vite bloqué, et finalement, vous l'envoyez aux urgences, alors soit le jeudi soir, soit le vendredi, en se disant au moins il sera soigné, et puis, j'aurai des examens complémentaires pour ce malade. Alors là, c'est René et Edmond. Edmond est médecin généraliste à Québec, enfin à Montréal. Et en fait, lui, il va choisir de se connecter sur le portail web des Hospices civils de Montréal, où il va pouvoir aller cliquer sur l'algorithme de prise en charge, par exemple, de la colique biliaire. Et donc, il va cliquer sur la colique biliaire et il va prendre le bon d'orientation, où il va remplir les antécédents du patient, son numéro de téléphone et puis ses coordonnées, mais c'est assez rapide. Et finalement, il va dire à René, va à l'accueil clinique. Là, c'est la zone A qui est juste à côté des urgences, où en fait, il va y avoir une infirmière protocolisée. Alors, ça peut être une infirmière de pratique avancée en France, hein, où il va y avoir un algorithme de prise en charge de la colique hépatique. On va lui faire une prise de sang. S'il y a des critères de gravité, eh ben, le patient va être redirigé aux urgences. Mais s'il n'y en a pas, le patient, on va lui dire de suivre la ligne jaune, verte ou les papillons, si vous préférez. Il va aller faire son échographie en radiologie. Et puis, une fois qu'il aura fait l'échographie, il poursuit de suivre les papillons dans le couloir. Il arrive voir le chirurgien, et là encore, c'est protocolisé. Le chirurgien dit, oui, d'accord, il faut vous opérer, c'est validé, mais ça peut être un protocole d'organisation de soins, hein. Et il voit l'anesthésiste et il a son bilan préopératoire, et finalement, il peut être opéré à la suite dans les 14 jours. Euh, Finalement, ça, quand on regarde leur organisation, eh ben on voit que chez nous, hein, il y a 1 à 2 abcès par jour, il y a 2 coliques biliaires par jour, il y a 3 coliques néphrétiques tous les jours, il y a une hématurie macroscopique par jour, des changements de gastrostomie, c'est 1 tous les 2 jours, la diverticulite, c'est 2 par jour, l'anémie ferriprive, c'est 1 par jour, le méléna, c'est 2 par jour, la rectorragie, c'est 1 par jour, la FA de novo, c'est 2 par jour, le nodule pulmonaire, c'est 1 par jour, l'épanchement pleural, c'est 1 par jour, et la thrombose veineuse profonde, c'est 1 par jour aussi. AIT, convulsion, c'est pareil, c'est 1 par jour. Et finalement, on arrive facilement à avoir 25 patients où on peut. En fait, ils ne viennent pas voir Gilles Moilic aux urgences, en fait. Ils viennent avoir des examens complémentaires, et finalement, l'apport du service des urgences est relativement minime dans ces patientèles, où en fait, on va pouvoir protocoliser les choses, et donc on peut les sortir des urgences et les mettre à côté, finalement sur un espèce de CMSI où les gens auront leurs examens complémentaires, et ça rendra service à la fois au bassin de santé, parce que les gens vont avoir moins d'interlocuteurs avant d'avoir leurs examens complémentaires, et puis en même temps ça permet de faire bouillir un peu la marmite de l'hôpital, et puis de recruter face au privé, quoi. Donc en conclusion, on n'est vraiment pas obligé de subir les flux d'arrivée, et c'est pas du tout une fatalité. Et on n'est pas obligé d'accepter toutes les demandes de soins à n'importe quelle heure. Et en fait, il faut avoir des projets innovants dans l'hôpital. Et moi, j'y crois. En fait, je pense que ces projets-là, ça peut nous permettre d'améliorer les choses, tout en soignant les gens et en leur fermant pas la porte, quoi. Je vous remercie de votre attention. Merci Gilles pour vraiment Au finir revoir. par ce genre de proposition, c'est très alléchant parce que ça sous-entend qu'on doit vraiment bien s'organiser dans le service, dans l'hôpital en fait, hein, et filiariser toute une prise en charge. Et tu as raison, c'est vrai qu'on peut, au moins un quart des patients peuvent être traités comme ça finalement, sans qu'ils aient vu un médecin. Ça. Les gens, ils viennent pas, ils viennent à un guichet de soins, en fait, aux urgences. Ils viennent pas pour notre expertise, en fait. Ouais, tout à fait, tout à fait. On va répondre un petit peu aux questions. On a quelqu'un qui nous demande à quel moment tu as fait le. Après combien de temps tu as commencé à regarder dans le rétroviseur du logiciel? C'est-à-dire à quel moment tu as dit, voilà, on fait une évaluation de ce qui s'est passé depuis qu'on l'a installé.
Alors, on a évalué au bout de 3 mois et après, on a évalué au bout d'un an et maintenant, on réévalue tous les ans, en fait. On essaye de faire une réunion avec les médecins généralistes par an pour qu'ils voient ce qui se passe. Parce qu'en fait, les médecins traitants, c'est marrant. En fait, on ne garantit pas d'avoir un patient par jour par médecin traitant, en fait. C'est-à-dire que souvent, le créneau va rester vide. Et finalement, en fait, les médecins généralistes sont arrivés à se dire que on leur envoyait personne et qu'on travaillait plus avec eux parce qu'en fait, on a ouvert un centre de santé pas loin des urgences, en fait, qui appartient à l'hôpital. Mais en fait, on ne réoriente pas plus au centre de santé que l'on réoriente à tous les médecins du bassin de population. Et en fait, c'est même le signe que le projet marche super bien parce qu'en fait, c'est complètement indolent pour les médecins traitants et ils s'en rendent même plus compte, en fait. Voilà. En fait, quand je reviens là-dessus, c'est vraiment un changement de pratique, en fait, un changement de paradigme. Hein. C'est vraiment, on cherche aussi, C'est un euh, changement de culture d'équipe, en fait. ça, Il faut pouvoir l'accompagner, discuter, être tous d'accord, rester derrière l'IAO et discuter ensemble régulièrement de ce qui va pas. C'est vrai que nous, on a la chance d'avoir initialement une organisation qui était déjà bien rodée sur la réorientation, mais je pense que d'avoir un groupe de travail et d'avoir peut-être de voir tous les mois ce qui s'est bien passé, ce qui s'est pas bien passé, et de voir quelles sont les possibilités d'amélioration, au début, ça peut valoir le coup, ouais. Parce qu'il y a des docteurs qui ne sont pas d'accord, parce que tout le monde n'est pas sur la même longueur d'onde. Il y a des IAO qui vont être moins performantes pour orienter les patients parce qu'en fait, elles ne vont pas leur proposer forcément de la bonne manière. Et forcément, j'allais voilà. bien là-dessus. La réorientation, dans tout ce que ce que tu as dit, et nous, ce qu'on peut voir aussi dans notre pratique, c'est que ça reste un soin encore en tant que tel, en fait, puisque on va devoir installer le patient, on doit devoir lui expliquer les choses, on va quand même faire un petit historique de ce qu'il amène ici, et donc ça veut dire vraiment que on le laisse pas de côté, en fait, on le met pas dans un coin à remplir une fiche. Et dire, bah voilà, vous êtes gradé C, donc vous pouvez partir. Non, en fait, il y a vraiment une explication et une éducation du patient. Donc, je pense que c'est aussi comme ça qu'il faut le voir. Et ça rassure vachement les gens, en fait. En vrai, une fois qu'on s'est posé avec eux, qu'on a parlé et qu'ils ont pris beaucoup de tension température et qu'ils ont regardé le problème, souvent les gens sont déjà d'emblée rassurés, en fait. Et donc se disent, oui, Ouais. c'est vrai. Voilà. Et C'est puis si important. Ouais. c'est problématique, ce qu'on fait, c'est que bah, le médecin y va. Et puis on discute avec les patients. C'est-à-dire qu'en fait, nous, il n'est pas vraiment autorisé de ne pas être réorienté si on a décidé que vous allez être réorienté. On vient discuter avec vous, en fait. Alors des fois, dans la discussion, il s'avère qu'on s'est trompé hein, et qu'en fait, on revient sur notre décision parce qu'en fait, les gens ont un argument pertinent et qu'effectivement, ils ont raison. Mais globalement, les gens acceptent assez bien. C'est aussi une question d'éducation du bassin de santé, en fait. C'est-à-dire Ouais. que comme ça fait longtemps, les gens, ils savent qu'ils peuvent être réorientés et qu'ils viennent aux urgences, qu'ils n'auront pas forcément qui entreront pas, quoi. Et qu'ils n'auront pas forcément les examens complémentaires qu'ils envisageaient d'avoir. Par contre, s'il y a besoin, on leur trouve une solution. Et ça fait combien de temps que tu travailles là avec la réorientation comme ça, Alors, globalement? C'est vraiment en routine. en routine de Logibec ou de la réorientation en général? La Réorientation. réorientation, depuis le protocole de 98, c'est en routine en fait. On, on le réévalue régulièrement à chaque fois qu'on a un problème particulier, que ce soit médico-légal ou des nouvelles organisations. Voilà. Après, dans les choses qui sont souvent dites en congrès ou expliquées, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. En fait, c'est vrai que c'est assez rare que les patients meurent derrière quand on les a réorientés. En fait. C'est sur deux situations particulières où en fait, les gens avaient eu des multiples contacts médicaux et on s'est laissé parasiter par ces contacts. En fait. Enfin, et en se disant, bah, finalement, vous êtes déjà pris en charge derrière, vous avez été vu 3 fois. Ben, peut-être on ne voit pas ce qu'on peut faire. Ouais, partage de race, ouais. Au moins, il faut reprendre la base. Puis, j'ai aussi une question intéressante, c'est on se rend compte que bah, effectivement la réorientation c'est un soin complémentaire qui va demander aussi du temps et de la ressource humaine. Comment on peut faire pour justement justifier le fait de mettre quelqu'un d'autre plutôt que de réorganiser ton équipe et dire bah voilà, c'est pas l'infirmière de SMUR qui va faire en plus de quand elle sort pas de faire de la réorientation pour aider. Comment est-ce qu'on peut justifier d'avoir deux Alors, agents
à Nous, l'accueil. on l'avait justifié en disant on fait rentrer tout le monde et on va facturer les gens à l'accueil. Précédemment, les réorientations, elles étaient pas facturées. Après, ça se justifie dans le sens où ben, ça participe au bonheur de l'équipe, ça valorise les paramédicaux, ça fait qu'en fait, finalement, ben, nos infirmières qui sont IAO en fait, et chevronnées qui font ça, elles sont pertinentes pour être IPA derrière, en fait. Elles examinent déjà les gens d'elles-mêmes. Et puis, ça permet de baisser la pression sur le service, en fait, et d'améliorer la qualité de soins. Donc, c'est vrai que nous, la deuxième IAO, on l'avait fait sur une réorganisation du service, hein. On ne l'avait pas financé en plus que sur des fonds propres. Le logiciel, on l'avait payé en rentrant tout le monde. Après, je dirais, c'est la qualité de discussion que tu as avec ta direction et le Qu'ils peuvent voir. voilà, parce que le problème, c'est les urgences, c'est pas vivable. Quand vous avez une durée moyenne de vie de 2 ans des infirmières, eh ben, c'est pas possible. Vous êtes tout le temps en train de les former. Ben, on arrive à avoir des infirmières, ça fait 15 ans ou 20 ans qu'elles sont là, en fait. On les accompagne jusqu'à la retraite. Très bien, très Je bien. peux poser une question? Oui, Oui, oui. Oui. Merci Gilles pour ton intervention et ton expérience. Euh, Est-ce que vous avez de la pédiatrie chez vous? Et chez nous, on a un accueil pédiatrique différent qui est en fait assez parasite puisque l'accueil théoriquement médical est assuré par le pédiatre, mais comme il n'est pas géographiquement, physiquement sur place, les infirmières rechignent à réorienter, donc c'est souvent l'urgentiste qui réoriente. Et puis, je suis d'accord avec toi sur le fait que les gens, ils veulent simplement une réponse. C'est grave, c'est pas grave, ça peut attendre quelques heures, oui, non, et puis qu'ils aient une réponse sur les examens qui seraient à faire et dans un délai raisonnable. Je suis assez d'accord avec toi, c'est leur principale inquiétude. Si on ferme complètement la porte, ils deviennent violents. Et puis j'avais juste une dernière question, c'est concernant la nuit. Nous, on a un gros bassin, Boulogne draine sur 200 000. Les gens, enfin, c'est une population précarisée. Les gens appellent les pompiers. Ils arrivent chez nous et on peut les voir à la porte et dire 10 minutes ou 5 minutes après, soit c'est pas grave, soit les traiter, s'en occuper, ou soit les proposer une réorientation, mais on ne peut pas les renvoyer chez eux parce que pas de transport la nuit de personnes. Ou même en soirée maintenant, à partir de 20 heures parfois, on Alors, n'a plus d'ambulance. donc, bah, nous, on a des problèmes d'ambulance aussi. Ouais, Voilà. Après, on a bien l'habitude de travailler avec la régulation. Quand ils nous font ce coup-là, en fait, ça chie les bulles et on s'engueule. Mais c'est pour le bien de tout le monde. Euh, Ensuite, quand on n'est pas d'accord, des fois, ça nous arrive de réorienter des patients avec certains régulateurs de médecine de ville qui sont pas toujours délicats, voilà. Après, ouais, c'est toujours plus facile de mettre deux strates, hein. C'est-à-dire que c'est vrai que la régulation, c'est pas toujours facile. Des fois, les gens vous racontent bien ce qu'ils veulent, et puis finalement, en fait, les patients, ils arrivent et ils sont pas si graves. ouais. Euh, donc, finalement, bah, à l'accueil, on les réoriente. Alors après, pour qu'ils arrivent à rentrer, on les laisse attendre un peu, puis finalement, des fois, ils arrivent Il trouve souvent une solution. en c'est vrai qu'il y a solution. souvent un ami qui se déclare comme ça. Oui, il y a des personnes. Pour ce qui est de la pédiatrie, alors nous, on a un accueil pédiatrique qui est complètement différent. Le but, c'est de pouvoir le fusionner avec dans les futures urgences. On a commencé à mettre en place le GIBEC, mais avec l'effectif de pédiatres et les difficultés, ils ont été un peu en difficulté. Ce que je sais, c'est par rapport à un hôpital pédiatrique normal, on peut arriver à au moins réorienter 15 à 20% des patients qui arrivent aux urgences pédiatriques Ouais. parce que c'est essentiellement des pathologies de virose. Viral. Voilà. Après, pour l'instant, nous, on n'a pas réussi à faire ça. Ils en réorientent, je crois qu'ils en auraient orienté 5 ou 600 pareil l'année dernière, en fait. Donc, Ouais. Nous aussi, on a un projet de restructuration et d'accueil unique de la pédiatrie en bas. Ça simplifiera les choses. d'infuser les pratiques avec Bah ouais. les... Mm. Parce que c'est vrai que c'est pas facile de dire... enfin bon, après...
de prendre tout l'inverse de ce que la pédiatrie a toujours dit, c'est-à-dire on fait rentrer tout le monde. Mais maintenant, nos pédiatres, ils sont plus assez et ils ne peuvent pas assurer les Mm. naissances et les 50 ou 60 passages qu'il y a en pédiatrie, voire 80 l'hiver, parce qu'en fait, il n'y avait pas de rendez-vous de médecine de ville et voilà. Donc après, pour autant, les CPTS jouent plutôt le jeu et sont d'accord d'accepter les patients sur la réorientation de pédiatrie parce que c'est déjà une pratique qui se fait. Et en fait, les pédiatres ont tendance à voir les enfants à l'accueil et dire, bon, ben, vous irez voir la CPTS de votre territoire demain. Et en fait, ils n'apprécient pas trop ça parce que ça les désorganise vu que finalement, c'est du non programmé complet. Et en fait, ils aiment bien que ça soit du non programmé, mais sur un rendez-vous, en fait. Bon, ça va permettre de mettre de l'huile dans les rouages et que tout le monde se parle de manière plus facile. J'y crois beaucoup au CPTS. Ouais. D'accord, ouais. C'est une réorganisation, puis en fait, il faut remettre du dialogue. C'est surtout ça. Ouais, C'est assez. En plus, ce qui est intéressant par rapport à c'est qu'on a des volumes, en fait. C'est-à-dire que exact. fait peur les libéraux, c'est que ça soit des hordes de patients et des centaines de patients qui arrivent et qui soient complètement débordés. Mais finalement, en fait, on le voit bien avec les dentistes. En fait, les dentistes, ils pensent qu'il y avait 150 coups de téléphone par jour. Et en fait, finalement, il n'y en a pas tant que ça, quoi. Donc, ils nous donnent un volume. Et puis après, une fois que le volume est épuisé, ben, on rediscute du volume supérieur, en fait. Et on commence petit, et puis petit à petit, on travaille ensemble à quel est le bon volume et quelles sont les organisations. C'est pas Oui, très bien. une difficulté. Bon, je pense qu'on a un petit peu épuisé les différentes questions qui sont dans l'onglet. Ben, en fait, on Il y a a du vu travail encore. pour faire suite à la cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde de rugby, on voit que le français est râleur aussi, hein. En plus d'aimer la baguette et tout ça, on reste dans nos clichés. Merci beaucoup à toi, Greg. Merci, Gilles, d'être venu ce soir pour nous parler de tout ça. Et je pense que ça nous a donné beaucoup de travail. Ça, c'est Oui, parfait. il y a encore du travail. Pareil, je pense qu'il y a pas mal de thèses ou de mémoires à faire, notamment dans notre région, pour justement essayer de développer ce genre de réponse à nos usagers, en sachant que bah oui, voilà, on reste dans le soin, mais on réoriente certes, mais on reste dans une attitude, euh, on va dire, de soins pour notre patient, quoi. Juste Je pour, ne sais pas si nous, on a un projet avec le SAMU. Ça aussi, ça fait partie des collaborations qui sont à travailler d'une régulation délocalisée qui serait sur le littoral avec des médecins libéraux du coin qui connaissent nos infrastructures, qui connaissent les services et qui feraient aussi de la réorientation un peu plus fine que de tout adresser au niveau des urgences. C'est la régulation SAMU, mais un peu délocalisée sur le littoral. Je trouve que c'est un projet intéressant aussi avec des gens du coin, voilà, de Boulogne. C'est en cours avec Pierre Valette. très bien, parfait. Eh bien, on va conclure ce webinaire-là là maintenant. Merci donc à tous les orateurs. Je voudrais vous donner rendez-vous le 14 novembre prochain pour notre dernier webinaire de l'année sur l'organisation des soins dans les pays francophones. Donc, le Québec, c'est vrai qu'on a aussi beaucoup parlé du Québec aujourd'hui, mais il y a aussi la Suisse et la Belgique. Et je vous rappelle aussi la date de la JMU, hein, notre rendez-vous annuel. Ce sera le jeudi 7 décembre, donc au même endroit que l'année dernière, à la Gourmandine, à M. Voilà, donc je vous souhaite une bonne soirée à tous et je vous donne rendez-vous donc le 14 novembre prochain sur le même mode. Voilà, bonne soirée.